vous avait dit qu'on irait faire un petit tour à la Maison des Riz, mais juste avant, on a oublié un arrêt qu'il fallait absolument faire. C'est l'arrêt de l'Arena. On vous parle un petit peu de Joey Gino plus tard avec une capsule que vous avez faite, mais il faut quand même parler de l'Arena. C'est un des premiers dans le comté, puis il y a eu quand même une bonne aventure. En fait, l'Arena, autrefois, on a vu tout à l'heure que les parties de hockey se jouaient beaucoup à l'extérieur. Et à un moment donné, bon, les arénas ont commencé à exister un peu partout. Et dans le comté de Portneuf, justement, il y a des gens qui se sont dit, ben pourquoi pas nous autres? Ce qui s'est passé aussi, c'est que pour faire l'aréna, ça a juste comme bien à donner. Il y a eu une subvention qui a été octroyée parce que on a un avantage, puis il y a d'autres villes qui l'ont aussi, mais Pont-Rouge fête en même temps que le Canada. OK. Donc, Pont-Rouge a fêté 150 ans en même temps que le Canada a fêté 150 ans. OK. Puis quand le Canada fête, il donne un petit peu d'argent. Ouais, ouais. Donc, l'aréna découle, entre autres, d'une partie de subvention. Donc, il y a une subvention qui a été demandée pour construire l'aréna. Et il y a eu plusieurs ébauches de l'aréna. À la ville, il existe encore ces plans-là. J'ai eu l'occasion de les consulter. J'ai des photos qu'on pourra peut-être voir à l'écran. Et il y a eu plusieurs idées. Au début, le stationnement était plus à l'arrière. À un moment donné, les chambres de joueurs étaient à part complètement du bâtiment. Et le projet, finalement, qui a été déposé au niveau du gouvernement, comportait, oui, un aréna, mais comportait aussi la bibliothèque, à la base, qui aurait pu être là, et également un théâtre d'été. OK. Donc, pendant l'été, on enlevait la glace et il y avait une scène qui pouvait servir. Bon, le projet a cheminé et finalement, la subvention a fait en sorte qu'il y a deux projets qui ont été coupés, c'est-à-dire la bibliothèque et le théâtre d'été. Et on a eu un aréna, par exemple. Donc, cet aréna-là a été dans les premiers avec Donnacona, dans le comté de Portneuf. Au début, il n'y avait pas de banc. Il n'y avait pas de banc dans les estrades, non. Également, sur le côté, il n'y avait pas de baies vitrées. Et au bout, c'était en grillage. Donc, c'était pas des baies vitrées. Et ce qui est actuellement le restaurant, au deuxième étage, il n'y avait rien de tout ça. Donc, encore là, on a quelques photos de ça où on voit qu'il n'y avait rien. Ces éléments-là ont été rajoutés par la suite et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a au-delà de 1000 sièges. C'est sûr que dans le temps du hockey senior, il y a eu des sièges qui ont été rajoutés un peu partout. Je veux dire, c'était quand même la folie furieuse là, du hockey. À cause du Grand Portneuf et par la suite du Caron Aigué, qui ont été... C'était la folie. Quand il y avait des parties le vendredi soir ou le samedi soir, la ville devenait morte. Il n'y avait plus de voitures dans les rues. Toutes les voitures étaient à proximité de l'aréna. Je n'ai pas assisté à beaucoup de matchs, mais un que je vais toujours me souvenir, j'étais au fond complètement, debout sur un banc, à me tenir après le plafond pour pouvoir voir la partie. Et à cette époque-là, ça fumait encore beaucoup. Et malgré qu'il y avait une grosse affiche interdite de fumer, à la fin de la partie, il y avait un nuage de boucan à l'intérieur de l'aréna. C'était assez mémorable. Je veux mentionner aussi quelque chose d'intéressant, c'est que le feu de circulation qu'il y a là-bas, c'est à cause des parties. Hein? Entre autres, il a fallu réaménager justement. Il y a des côtés de rue aussi qui ont été où on a interdit le stationnement parce que justement, quand il y avait des parties, si les gens se plaçaient des deux bords, le camion de pompiers ne pouvait plus passer. Fait qu'il y a eu des aménagements en lien avec ça, mais ça a été une époque très forte. Je pense un beau souvenir pour la plupart. Toutes sortes de souvenirs, vous allez me dire, là, mais quand même un beau souvenir pour tout le monde. Alors, on va vous montrer deux extraits pour terminer ce bloc-là. Tout d'abord, on va vous montrer la capsule que vous avez faite sur Joey Gino pour justifier le nom du centre récréatif. Je pense que c'est très justifié, effectivement. Oui, bien, Joey Gino qui a fait beaucoup, puis qui fait encore énormément, qui est ici avec son projet. Et dans le fond, l'aréna qui a été nommée en 92, on va le voir dans la capsule, suite à sa prestation aux Jeux olympiques. Et en deuxième partie, on va vous présenter un petit extrait de l'émission spéciale qu'on a fait sur les loisirs avec M. Léo Junot, qui est un des fondateurs de l'Arena et qui nous parle justement des premières péripéties de l'Arena. Alors nous, on se déplace à la Maison des Riz, on a encore beaucoup de choses à faire. Excellent, il va. Maman, il faut que j'apporte mes patins à l'école demain. On va patiner à l'aréna. Pas de problème, ma chouette. Chérie,
Tu irais-tu chercher les patins de la petite dans le garage? Oui, pas de problème. Madame Linda a dit qu'on allait patiner à l'aréna Joey Juno. C'est qui ça, Joey Juno? Joey Junot, c'est un joueur de hockey qui a grandi ici à Pont-Rouge. Puis je sais aussi qu'il a fini sa carrière avec les Canadiens de Montréal. Mais c'est pas mal tout ce que je sais. Je pense qu'on est mieux de demander à ton père quand il va revenir. Ils sont encore super bien aiguisés. Je vais pouvoir te faire un sac pour demain matin. Papa, c'est qui Joey Juno? Joey Junot, ça c'est tout qu'un joueur de hockey. Il est né en 1968, ici même, à Pont-Rouge. Il a donné ses premiers coups de patin sur la glace qui porte aujourd'hui son nom. Au niveau collégial, il jouera pour les Faucons du cégep Lévis-Lauzon pour ensuite prendre le chemin des États-Unis pour joindre la NCAA et devenir ingénieur en aéronautique. Son talent est vite remarqué par les dépisteurs et ce sont les Bruins de Boston qui le choisissent au repêchage. Joey Junot a représenté le Canada aux Jeux olympiques d'Albertville en 1992. Il en reviendra avec une médaille d'argent au cou. Le numéro 9 du Canada sera également le meilleur pointeur du tournoi, avec 6 buts et 9 aides en 8 parties. Le 5 avril 1993, la municipalité de Pont-Rouge décide d'honorer Joey Junot en donnant son nom à l'aréna qui l'a vu grandir. Plus de 1200 personnes sont réunies lors de cet événement. Au cours de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey, Joey Junot évoluera respectivement pour les équipes de Boston, Washington, Buffalo, Ottawa, Phoenix, avant de terminer sa carrière avec le Canadien de Montréal. Il cumulera 572 points, soit 156 buts et 416 passes en 828 matchs dans la LNH. Joey Junot prend sa retraite du hockey professionnel en 2004, après 12 saisons. Il consacrera par la suite tout son talent de leader au développement de programmes de hockey-études dans le Grand Nord québécois. En 2015, Joey Junot revient donner à Pont-Rouge en transportant son projet jusqu'à l'aréna qui porte son nom. Joey Junot n'est pas seulement un grand hockeyeur, c'est aussi un homme au grand cœur. Hey, tu peux être fier de patiner à la même place que Joey Junot. On sait jamais. Peut-être que toi aussi, tu pourras aller aux Jeux olympiques. Bon, je vais aller faire ton sac. Merci, papa. Justement, avec les gens qui peuvent y croire, puis d'aller chercher le financement de tout ça. C'est ça. Le financement a été par une subvention du fédéral qui était allouée pour du culturel. Ça ne cadra pas trop. Il a fallu arranger, au lieu d'appeler l'aréna de Pont-Rouge, ça s'est appelé le centre récréatif de Pont-Rouge pour pouvoir obtenir cette subvention dans les qui existaient. Qui était là, vraiment obligatoire pour la construction de cette aréna-là. Oui. Et évidemment, ça prenait beaucoup de bénévoles autour de ça, organisés au PLA. En fait, là, ça a été le fort de Pont-Rouge, d'avoir des bénévoles. Même durant les parties à l'extérieur, quand on jouait à l'extérieur, nous autres, je me souviens, moi, que les spectateurs qui avaient payé pour un droit d'entrée passaient la gratte entre les périodes pour qu'on ait une meilleure glace, puis ça donnait automatiquement un meilleur rendement à leur équipe. C'est sûr. Ouais. Et là, l'engouement, j'imagine, s'est fait auprès des jeunes. C'est ça. On organisait, dans le fond, des équipes. C'est ça. Dans ce temps-là, M. Robert Dion, qui était responsable du hockey mineur, avait des équipes dans le Pee-Wee qui participaient au tournoi international dans le Pee-Wee. Maintenant, c'est des équipes qu'on figurait très bien là, dans le temps, là, avec seulement que la population de 3000.
On avait des équipes vraiment formidables. Alors, c'est sûr que quand on parle de patrimoine, je pense qu'on n'avait pas le choix de venir ici. La Maison des Ries, il y a une histoire incroyable. J'espère qu'une fois dans votre vie, vous allez nous voir l'exposition, soit l'exposition thématique ou l'exposition temporaire, mais ça vaut la peine de venir faire un tour ici. Ça reste que pour les sentiers, que pour la promenade Jacques-Cartier, on parlait tantôt, mais aussi pour ce qu'il y a à l'intérieur. Et même l'extérieur, c'est une belle maison. C'est une magnifique maison. C'est dans les plus vieilles maisons de Pont-Rouge, qui a une histoire très, très grande. Et son histoire est liée à celle du pont. Parce que le pont a été construit ici, dans le fond, dans le cadre du chemin du roi. Et dans le fond, ils cherchaient l'endroit le plus étroit parce que bon, il n'y avait pas toute la technologie qu'on a aujourd'hui pour construire un pont. Fait qu'ils se sont dit, on va aller où c'est le plus court. Où c'est le plus court, c'est pas nécessairement le plus facile. Non, c'est ça. Ils se sont un petit peu compliqué la tâche parce que les gorges des Ries, c'est très étroit, mais très profond aussi. Mais bon, ils se sont dit, c'est là qu'on va aller, on s'installe là. Ça a été compliqué, ils ont essayé de construire un pont. Le pont est tombé à plusieurs reprises, ils reconstruisaient tout ça. Et bon, on est venu à un moment donné justement à ce que ça soit le gouvernement de l'époque qui dise, bon, bien, on construit un pont, on met un péage, puis on va construire une maison pour le péager justement. Alors, autrefois... On parle de quelle année environ, là? On parle de... Oh, là, c'est... On va aller vérifier nos noms. Je vais aller vérifier, parce que là, par cœur, je me souviens plus. C'est début 1800, là. Mais là, je me fais prendre de cours. Et dans le fond, il y a eu un péager qui a été là en premier, Monsieur Pomereau, si ma mémoire est bonne. Et donc, c'est lui qui s'est occupé de ça. Et par la suite, ça a été la famille des Ries. La famille des Ries s'est occupée du pont et de la maison pendant plus de 100 ans, 120 ans au total. Vers les dernières années, le péage du pont avait été aboli, mais eux habitaient encore la maison pour peut-être les 20 dernières années, 15-20 dernières années. Et donc, c'était eux qui s'occupaient de s'assurer que les gens fassent leur péage. Il arrivait différentes choses, entre autres, une histoire qui est intéressante. Là, on ne le voit pas avec les panneaux qui sont refermés, mais sur la porte d'origine, qui est encore à l'intérieur, on voit qu'il y a des marques de fouet. Ce qui se passait, c'est que quand les gens arrivaient, au lieu de débarquer de la calèche ou de la carriole, donnaient un coup de fouet sur la porte. Donc, c'était comme d'aller cogner. Okay. Donc, ils donnaient un coup. Les gens à l'intérieur sortaient et prenaient l'argent à ce moment-là. Donc, ça, c'est une petite histoire intéressante sur, justement, le bâtiment. T'en parlais tantôt, cette maison-là a été sauvée aussi parce qu'elle a été longtemps abandonnée. Et puis, c'est justement la Corporation des lieux historiques aujourd'hui, mais à l'époque, il y a vraiment des gens qui sont mobilisés pour venir sauver la maison. Bien, c'est ça, en fait. La maison, quand la famille des Ries a quitté, le terrain et la maison appartenaient à la Donnacona Paper. Eux s'en sont servis un petit peu comme de maison parce qu'il faut penser que la rivière ici, c'est le saumon. Oh oui, malheureusement, là, il y en a de moins en moins. Les barrages, la pêche excessive, ces choses-là. Mais si on remonte dans le temps, c'était un site de pêche fantastique. Alors, la Donnacona Paper s'en servait justement pour amener ses employés ou comme chalet d'été, ces choses-là. Et à un moment donné, a commencé à la délaisser. La chose, c'est que la maison des Ries est isolée. Elle est très, très loin du reste. Elle est en bas de la côte. Il n'y a pas vraiment d'autres maisons près. Alors, si elle a été laissée un petit peu sans surveillance, bien, il y a eu des gens qui ont commencé à la vandaliser. Elle s'est dégradée par elle-même. À un moment donné, les gens qui avaient réussi à sauver le moulin Marcoux, parce qu'on va en parler tout à l'heure, le moulin aussi a été sauvé d'une destruction, se sont dit, non, c'est pas vrai, on ne va pas laisser cette maison-là être détruite. Alors, sensiblement, une bonne partie du même groupe qui avait sauvé le moulin Marcoux se sont dit, on s'attaque maintenant à la maison des Ries et au site de pêche des Ries en entier pour justement le récupérer. La Donnacona Paper a fini par donner, d'accepter pour donner à la corporation qu'on appelait autrefois la corporation du vieux moulin Marcoux, qui s'appelait autrefois, cette maison-là, pour justement qu'il la restaure. Ça a été très, très long
à la restaurer. Ça a été compliqué. Bon, il fallait des sommes d'argent. Les travaux étaient quand même importants. Fait que c'est passé là, pas loin d'une quinzaine d'années avant que les gens puissent commencer à la visiter. Donc, il y avait des problèmes de structure qu'il fallait résoudre. Une fois que ça a été fait, bien, justement, on a commencé à l'utiliser comme d'un musée. Donc, il y a toujours des expositions. Encore cette année, l'année passée, pour le 150e, il y avait eu une exposition spéciale sur les différentes maisons, les architectures. Et là, je sais qu'ils sont en train de tout refaire. Peut-être qu'au moment où ça va être diffusé, dans le fond, le dévoilement va peut-être être déjà fait de la nouvelle exposition. Oui, oui. Il y a une espèce d'exposition temporaire, ce que j'ai compris, là, il y a une exposition temporaire pour cette année, puis on s'enligne sur quelque chose de gros pour 2019 à ce moment-là. Alors, nous, on n'en dira pas plus parce qu'on va vous laisser soit venir la visiter durant l'été, ou aussi il y a des petits montages qui s'en viennent par la suite. Et nous, on se dirige vers une autre chose que peut-être vous connaissez moins, c'est le barrage un petit peu plus haut. Oui, on va aller voir le barrage McDougall qui est quand même important, qui a modifié beaucoup la structure de la rivière et qui a été un moteur économique là, important. Parfait, on vient tantôt. Merci de me prêter votre auto pour aller à mon rendez-vous. Oh, ça me fait plaisir. Je n'avais pas grand-chose à faire. 2, 3 petits trucs dans le cours, c'est tout. Là, vous me dites que ça va aller plus vite si je passe par le pont des Ries. Ah oui, tu vas sauver une dizaine de minutes, là. Mais fais attention en arrivant en bas de la côte. Il y a toujours des touristes, là, autour de la maison des Ries, puis sur le pont. Et la maison des Ries, c'est la maison qui est isolée en bas de la côte? Mm-hmm. C'est finalement en 1804 qu'on fit construire un pont suffisamment résistant ainsi qu'une maison tout juste à côté qui permettra à un péager d'y habiter en permanence. Le premier péager s'appelait François Pomereau. À la mort de ce dernier, en 1816, Joseph Derry prit la relève. Il recevait alors un salaire de 10 $ par année. La maison Derry était un lieu de rassemblement pour les voyageurs. Devant le nombre croissant de passants, la maison fut agrandie vers 1864. La famille Derry s'occupa du péage jusqu'à son abolition en 1910. En 1936, la famille Derry quitta la maison qu'ils occupaient depuis 120 ans. 4 générations se succédèrent dans ces murs. La maison et le terrain ont été achetés par la Donnacona Paper en 1945. Habitée principalement par des cadres de la compagnie en été, elle sera graduellement laissée à l'abandon. En 1979, après 2 ans de négociations, la Domtar accepte de faire don de la maison à la Corporation du Vieux-Moulin Marcoux. La maison étant en très mauvais état et nécessitant de nombreuses restaurations, ce n'est qu'en 1998 que les visiteurs eurent la possibilité de se réapproprier cette partie du patrimoine québécois. Aujourd'hui, le site Derry offre, tant aux résidents de Pont-Rouge qu'aux visiteurs, une exposition permanente relatant ses 200 ans d'histoire. Il est également possible pour les jeunes de participer à un camp d'archéologie pendant la saison estivale. Donc, on peut la visiter. Ah oui, puis pour les gens de Pont-Rouge, c'est gratuit avec une preuve de résidence. Hey, on pourrait faire ça. C'est bon, on s'en reparle. Good. Alors, on a choisi le magnifique site du barrage McDougall pour vous parler de ce qui s'est passé un petit peu sur la rivière. Beaucoup de péripéties à cause, entre autres, du saumon, mais de l'hydroélectricité. Alors, Sylvain, tu vas nous parler de tout ça parce qu'il y a aussi plusieurs tentatives de barrage en aval qui a eu lieu, là. En fait, le site ici du barrage McDougall, le site en tant que tel date des années 1830. Parce qu'il y avait un canal naturel qui passait sous la terre, qui se rendait de l'autre côté, parce que dans le coin du site des Ries, ça fait comme une espèce de bulle, et il y avait un canal qui se rendait. On était à l'époque des seigneuries encore, et le seigneur était obligé de construire un moulin à farine sur ses terres. Donc, à l'époque, le moulin avait été construit à la sortie de cette chute d'eau-là, parce que l'eau se déversait dans la rivière.
Bien, l'eau faisait le tour, mais il y avait un canal comme ça ici. Donc, le seigneur s'était servi de ça pour faire un moulin au début à farine. Par la suite, quand les seigneuries ont été abolies, ça a été repris pour faire un moulin à pulpe, ce qui était quand même très populaire là, dans la région. Et par la suite, dans les années 1910-15, ça a été racheté justement par la Donnacona Paper. Et eux en ont fait une centrale hydroélectrique. C'est en 1920 justement que le barrage a été érigé pour apporter encore plus d'eau dans ce canal-là. Parce que quand le niveau de la rivière baissait en été, bien là, il n'y avait plus assez d'eau pour faire fonctionner. Donc, le barrage a été construit. Le barrage permet une rétention d'eau de l'équivalent d'à peu près 57 piscines olympiques. Donc, c'est quand même un bon volume d'eau. Mais ce qui fait en sorte que ça a modifié considérablement l'aspect de la rivière. Parce que la rivière ressemblait beaucoup plus à ce qu'on voit en bas du barrage. Ce qui est en haut, l'étendue d'eau très, très large, très calme, c'est à cause du barrage. Et il y en a eu un autre qui a été fait encore plus haut que ça, qui est au niveau de la BPCO. Il y a eu un autre barrage là, donc ça l'a modifié encore. Et plus haut, parce que là, on parlait de plusieurs barrages, il y en a eu un autre près de l'île Notre-Dame qui a été fait. Et on remonte jusqu'à les ruines d'Ansereau. Si vous passez justement la piste cyclable d'Ansereau, vous passez au travers des ruines. Il y a eu justement une usine qui a été faite là. Il y avait eu un barrage qui avait été fait, partiel sur la rivière, qui détournait une partie de l'eau pour faire fonctionner justement le moulin. On va y revenir tantôt sur Dansereau parce qu'on a un petit montage justement qui était fait là-dessus. Mais j'aimerais qu'on revienne sur le saumon parce que je n'ai parlé un petit peu tantôt. C'est assez particulier parce que le tunnel, le saumon s'en servait. Bien, en fait, il s'en servait un peu par défaut parce que le saumon tentait de remonter et au niveau justement du pont des Ries, c'est très étroit. L'eau descend très, très, très rapidement. Donc, c'était difficile pour le saumon. S'il réussissait à monter jusqu'en haut, il était fatigué. S'il était trop fatigué, il pouvait se passer deux choses. Bien là, il redescendait par la rivière naturelle, ou s'il s'approchait trop du canal, il était englouti par le canal et il retombait plus bas. Ce qui, dans le fond, on appelait ça la fosse de l'hôpital, et ça s'appelle encore comme ça aujourd'hui, parce que c'est l'endroit où le saumon se reposait s'il était soit trop fatigué pour monter ou qu'il y avait eu des difficultés puis il était retombé. C'était un site de pêche fantastique. On avait attiré la ligne, puis ça mordait presque immédiatement. C'était trop facile. Bien, oui, ça en était trop facile parce que, justement, le saumon était fatigué, donc il cherchait de la nourriture, puis on y en offrait. Donc, c'était un piège. Ce qui s'est passé dans les années 90, à un moment donné, je vous ai dit que le tunnel était naturel. Fin des années 80, début 90, le tunnel s'est affaissé complètement. Et là, il a fallu, pour ceux qui sont un petit peu plus vieux, vont peut-être se souvenir justement que le chemin vers le Bois de l'Ail a été coupé pendant plusieurs années. On ne pouvait plus passer par ici. Et bon, le tunnel a été reconstruit de main d'homme cette fois-ci, donc beaucoup plus solide. Il y a eu des investissements qui ont été faits au niveau de la centrale, qui a passé au feu, qui a été reconstruite par la suite et qui, là, est en fonction. Les gens qui ont assisté au dîner champêtre l'année passée, au 150e, ont eu l'occasion de visiter l'intérieur. Moi, c'était la première fois que j'y allais, donc c'était quand même impressionnant. Mais c'est une centrale hydroélectrique qui est en fonction, qui servait à la base à alimenter l'usine de Donnacona, qui maintenant probablement est récupérée par Hydro-Québec. Voilà. Alors, beaucoup d'histoires, mais ici aussi, ce qui frappe, c'est vraiment le coup d'œil, le point de vue. On est justement sur une espèce de petit balcon où on peut descendre sur le bord de la rivière pour voir cette magnifique vue. C'est magnifique. Il faut être prudent, c'est sûr et certain. On reste qu'on est sur le bord d'une rivière, donc il faut faire attention. Le niveau d'eau peut monter très rapidement. Donc, à faire attention, mais c'est magnifique. Qu'on soit de ce côté-ci ou qu'on soit de l'autre côté aussi par la promenade Jacques-Cartier, justement, il y a des points où on peut voir la rivière et on peut s'en approcher. C'est magnifique pour ceux qui aiment faire de la photographie ou des choses comme ça. D'ailleurs, il y a un concours qui est là depuis plusieurs années par la Corporation des lieux historiques qui se fait à chaque année. C'est ça. Donc, je vous encourage à y participer. On a plein de points de vue qui sont magnifiques. Tantôt, tu parlais qu'il y a un des propriétaires du barrage qui était en bois de pulpe. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu de la drave sur la rivière? Je suis pas certain.
C'est une information qu'il faudrait vérifier. J'aurais tendance à dire que oui, j'essaie de revoir des photographies. C'est possible, mais j'en suis pas assuré.